Au Moyen-Orient, vous avez entendu Donald Trump qui continue de tergiverser. Il hésite, le président américain, entre négociations et menaces. Il hésite entre un accord pour mettre fin à la guerre et une reprise des frappes, alors que l'Iran examine la nouvelle proposition américaine après la visite d'un médiateur pakistanais. Je vous propose de l'écouter sur le tarmac il y a quelques heures. C'est sur le fil, croyez-moi. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, cela peut aller très vite. Nous sommes tous prêts à agir. Il faut obtenir les bonnes réponses. Elles devront être entièrement, à 100% satisfaisantes. Elles pourraient sauver beaucoup de vies. Voilà, vous venez d'entendre le président américain. Alors la fin du conflit s'approche-t-elle ou s'éloigne-t-elle au gré justement de ces déclarations toujours assez ambiguës de Donald Trump? C'est la question qu'on pose à nos invités. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints sur France Info. Maneli Mirkan, vous êtes experte en politique internationale. Bonjour à vous et spécialiste de l'Iran. Face à vous, Indiane, bonjour. Vous êtes analyste géopolitique et spécialiste des États-Unis. Bonjour, Michael Benamou. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints également, directeur d'OPEVI. Vous êtes l'Institut européen de la guerre. Vous êtes aussi officier de réserve de l'armée comme conseiller politique. Et puis Christophe Gascard nous a rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Flore, bonjour à tous. Spécialiste des questions internationales pour France Info. Indiane, on vient d'entendre le président américain qui se dit sur le fil avec Téhéran, dans une position d'équilibriste, visiblement qu'il a du mal à tenir. Oui, qu'il a du mal à tenir. Il faut aussi se rappeler qu'on arrive quasiment à 3 mois de conflit, alors que le président américain avait dit que ça durait à peu près 5-6 semaines, qu'il avait aussi parlé de petites affaires iraniennes et que finalement ce serait assez rapidement plié. Finalement, il se retrouve lui-même dans un piège qui est assez difficile et duquel il va avoir un petit peu du mal à sortir, parce qu'il a à la fois besoin de montrer qu'il a une vraie victoire, et c'est pour ça qu'il dit qu'il attend de la part des Iraniens les bonnes réponses. Bonnes réponses, c'est pas un test, c'est pas un contrôle, donc ça va être difficile d'avoir les bonnes réponses. Et en même temps, il a de plus en plus cette pression pour sortir et pour mettre fin à ce conflit. Donc effectivement, il s'est lui-même mis dans un piège de plus en plus difficile et de plus en plus à tenir à cause des midterms, des élections de mi-mandat qui viennent. Alors, est-ce qu'il y a de ces négociations qui se poursuivent? Est-ce qu'il y a un espoir d'accord? Maneli Mirkan, on a appris qu'il y avait cette nouvelle proposition qui aurait donc été transmise à Téhéran par l'intermédiaire du Pakistan et qu'elle serait en cours justement d'examen. Alors, accord non, parce que ce qui pourrait sortir est la communication qui est assez permanente là, sur la sortie d'un papier. C'est plutôt un protocole d'accord. Un mémorandum, comme on dit, mais révisé. Effectivement, pour donner du temps pour les négociations. C'est-à-dire que ce qui sortirait là, ce serait vraiment un accord cadre qui donnerait 30 jours pour parler du nucléaire, pour parler des autres sujets. Mais même sur cet accord cadre, on part de loin. Les uns et les autres n'ont pas du tout la même lecture des conditions préalablement nécessaires. Et j'allais dire que du côté iranien, une première réponse a été donnée. Ils ont publiquement officialisé la carte de la gestion du détroit d'Ormuz qui donne une première lecture de leur position par rapport justement à ce détroit. Parce que la nouvelle souveraineté qu'ils affirment dessus. Souveraineté et territorialité, parce que là, ils vont jusqu'à même se contrôler les eaux territoriales des Émirats et d'Oman. Un responsable émirati d'ailleurs a qualifié ce projet de chimère, ce projet de l'Iran de chimère. Évidemment, le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire iranien sont dans cet accord cadre, en tout cas qui pourrait être trouvé et qui ouvrirait la voie, vous l'avez dit, à 1 mois de négociations. Michael Benamou, derrière, il y a le Pakistan, il y a le Qatar aussi. Oui, c'est vrai, vous avez raison de parler de ces pays. Je suis assez d'accord avec le mot de Ziane, de piège. Effectivement, c'est un piège. Les contraintes s'amoncellent autour du président Trump, contraintes électorales. Il a perdu encore des points dans les sondages cette semaine. Contraintes politiques au Sénat du coup et au Congrès, contraintes opérationnelles avec un dispositif naval qui est insuffisant en fait pour assurer le blocage aujourd'hui, à tel point que vous avez des experts américains qui vous disent qu'il faut doubler le blocage naval d'un blocage terrestre au niveau de la Turquie, de l'Irak, du Turkménistan et de la Russie, ce dont les Américains n'ont plus les moyens. Ouais. Et donc effectivement, oui, piège parce que il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui pour le président Trump. Il peut relancer une escalade, mais il ne la maîtrisera pas. Il peut lancer une opération spéciale pour reprendre le nucléaire, mais c'est très risqué. Ou alors il peut déléguer à la région, au Moyen-Orient, ce que vous avez dit, le Qatar et au Pakistan, et aussi aux Européens. Mais s'il délègue,
ce sera perçu comme une forme d'humiliation pour la diplomatie américaine. Alors, est-ce que ce sera perçu comme tel ? En l'occurrence, on sait que Donald Trump, qu'il gagne ou non, son narratif sera le même. Christophe, ce sera un narratif qui s'arrogera une certaine forme de victoire. Oui, vous avez raison, Fleur, de parler de narratif parce que c'est très important pour Donald Trump. Parce que dans quelques semaines, on va vivre aux États-Unis et nous, via les télévisions du monde entier, cette grande célébration des 250 ans donc de l'indépendance des États-Unis. Et forcément, Donald Trump, qui s'est donc engagé dans une guerre qui, malheureusement pour lui, dure et dont on ne connaît pas finalement l'issue. Il y a toujours ce blocus, ce double blocus. Eh bien, il va falloir qu'il apporte une solution. Et on sent bien dans l'entourage de Donald Trump et surtout dans les tweets qui sont parfois contradictoires qu'il faut qu'il donne un récit. Ouais. Et lorsque la meilleure manière finalement de lire Donald Trump, c'est de regarder ce qui est posté sur ce White House, la Maison Blanche, sur son post Instagram. Et on voit bien qu'il a notamment expliqué qu'il avait tué Khamenei, qu'il avait arrêté Maduro, et que la prochaine cible, c'est désormais Castro. Donc on sent bien que dans sa temporalité, l'Iran, c'est un peu derrière lui, même si malheureusement le blocus, ce double blocus freine énormément, considérablement même l'économie mondiale, et on le voit nous sur notre porte-monnaie, sur effectivement l'inflation, sur les annonces qui vont être faites d'ailleurs cet après-midi effectivement par le Premier ministre. Mais déjà, Donald Trump, lui, pour sa base, est déjà en train de préparer l'opinion pour essayer de faire ce qu'il a réussi à faire très rapidement au Venezuela. Il souhaite faire la même chose et on en parlera sûrement d'ici quelques semaines, en tout cas concernant donc Cuba. En l'occurrence, c'est vrai qu'il a aussi Cuba en tête, le président américain qui s'est entretenu, on l'a appris hier, mardi, par téléphone avec Benyamin Netanyahou. Une conversation qui nous a été rapportée par le site américain Axios, toujours très bien renseignée. Une conversation tendue à son initiative de Donald Trump pour signifier justement à Benyamin Netanyahou qu'il y avait cette lettre d'intention pour un projet cadre pour mettre fin à la guerre et ouvrir donc ce mois de négociations dont on parle sur le nucléaire iranien, sur le détroit d'Ormuz. Et Benyamin Netanyahou en serait sorti vraiment furieux et inquiet, évidemment, parce que lui n'a pas les mêmes objectifs que Donald Trump. Oui, tout à fait. Et je pense qu'en fait, tout dépend du contenu de cet accord 4. Parce que pour l'instant, ce qui est présenté du côté des Iraniens, c'est une position maximaliste qui va jusqu'à des garanties sur l'arrêt de guerre, quoi qu'il arrive dans les négociations d'après, qui parle de la levée des sanctions alors même qu'on n'a pas résolu le problème nucléaire, qui parle de dégel des avoirs qui sont pour la plupart chez les Qataris. Donc, évidemment que quand on regarde ce qui est communiqué autour de cet accord, ça semble inacceptable à beaucoup d'acteurs, et notamment aux Israéliens et aux Émiratis. Sauf que pour les Émiratis, c'est un peu plus difficile d'être frontal. Ils ont essayé de faire passer le message via l'Égypte, qui s'est entretenu aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, pour leur dire que ça semble inacceptable, même si tous les pays du Golfe voudraient un arrêt en fait des hostilités, mais fait de cette manière-là, il y a des perdants, et clairement, les perdants aujourd'hui, c'est en premier lieu, quand même, rappelons-le, le peuple iranien, deuxième, Israël, et troisième, les Émirats, qui sont vraiment sous menace permanente. Et pour Israël, pas question de lâcher. Benyamin Netanyahou ne l'a absolument pas en tête, et Donald Trump lui estime qu'il pourra faire ce qu'il veut au Premier ministre israélien. Écoutez. Netanyahou fera tout ce que je lui dis de faire. Je trouve que c'est un bon gars. N'oubliez pas que c'est un Premier ministre qui a beaucoup de travail. Et il n'est pas traité à sa juste valeur en Israël, à mon avis. Je suis sûr à 99% que je pourrai me présenter en tant que Premier ministre en Israël. Quand tout sera fini, j'irai en Israël pour me présenter au poste de Premier ministre. Benyamin Netanyahou, la marionnette de Donald Trump, ou l'inverse ? En fait, ce qui est marrant avec Donald Trump, c'est qu'il dit la même chose de beaucoup de chefs d'État. Il y a cet orgueil, cette impression que, en fait, tout le monde l'écoute, tout le monde l'adore, mais aussi parce que vous avez autour de lui une cour de personnes qui lui répètent ça à longueur de journée et qui lui dit, mais en fait, vous êtes le meilleur, tout le monde vous écoute, vous êtes le seul qui est capable de résoudre les problèmes et d'apporter des solutions. Il faut se rappeler aussi qu'il y a quelques années, il insultait Benyamin Netanyahou de manière vraiment très brutale, parce que Benyamin Netanyahou avait osé en public tenir des propos qui étaient plutôt critiques envers lui. C'était, il me semble, il y a 3-4 ans. Donc, en fait, c'est une relation qui est assez complexe, mais que développe le président américain avec
tout le monde. Ça fait partie de sa personnalité et de sa vision de la diplomatie. Et c'est une vision de voir les choses qui est mauvaise pour la diplomatie américaine parce qu'en fait, elle est très instable. Vous vous retrouvez en fait dans un rapport de force, un rapport d'émotion, alors que lorsque on gère des relations avec des pays étrangers, il faudrait plutôt que ce soit la raison qui prime. Donc voilà, effectivement, c'est la personnalité de Donald Trump. Est-ce que c'est Donald Trump qui se fait manipuler ou est-ce que c'est les autres qui se font manipuler? Je pense que c'est un petit peu des deux parce que Donald Trump, ça reste quand même, il reste à la tête d'un pays comme les États-Unis qui reste la première puissance mondiale et dont beaucoup de gens ont besoin. Mais on a eu du mal à comprendre pourquoi les États-Unis ont frappé l'Iran le 28 février. En l'occurrence, on savait qu'Israël allait prendre le premier prétexte pour s'occuper du Hezbollah au Liban. C'est ce qui s'est passé. Benjamin Netanyahou ne peut pas accepter que Donald Trump signe cet accord cadre. C'est ce qui a dû se dire lors de cet entretien téléphonique. Oui, après, je crois qu'Israël a un petit peu perdu le contrôle de la situation quand même. Évidemment, la peur d'Israël, c'est que les Américains, c'est que le retrait américain du Moyen-Orient s'accélère à cause de cet échec du mois de mars 2026. Les Américains étaient déjà en récession dans la zone. Rappelons qu'il y a 20 ans, ils avaient 250 000 soldats dans la zone. Ils en ont aujourd'hui de façon permanente 30 000 et il faut rajouter la flotte actuelle. Donc on arrive à un chiffre de 45 000. Mais c'est très peu, si vous voulez, pour vraiment tenir tous les conflits dans cette région. Et donc ça, évidemment, ça fait très peur aux Israéliens, parce qu'en fait, eux opèrent dans ce cadre opérationnel américain. Que ce soit, c'est-à-dire, toutes les opérations que vous voyez, si vous voulez, elles sont faites en coordination avec des bases américaines qui sont au Qatar, à Bahreïn et dans différents endroits. Et donc, si Israël perd ça, Israël ne trouvera pas, si vous voulez, de pays de remplacement pour pouvoir étendre leurs opérations à toute la zone. Donc c'est très grave ce qui se passe pour Tel Aviv. En l'occurrence, c'est vrai que ces menaces de Washington, de Téhéran, elles inquiètent au plus haut lieu Tsahal, l'armée israélienne dont le chef, le général Eyal Zamir, a dit, je cite, « Nous avons frappé et affaibli l'Iran et tout l'axe pro-iranien de manière systématique, puissante et méthodique. Nous continuerons à agir aussi longtemps que nécessaire, tant sur les fronts proches que lointains. » On est dans l'auto-persuasion pour montrer, évidemment, on ira jusqu'au bout avec ou sans les Américains, mais ce serait mieux avec parce qu'on ne pourra pas faire sans finalement. Disons que la menace est existentielle sur Israël et ça ne date pas d'hier, ça fait 45 ans. Et puis cette guerre, en fait, est aussi une guerre qui n'a pas commencé le 28 février. C'est une guerre déclarée officieusement, on va dire, de l'Iran face à son ennemi américain et israélien depuis 40 ans. Donc, quelque part, aujourd'hui, plus on va vers une convergence d'avoir un deal, d'avoir un accord avec les Iraniens, plus on donne du crédit à cette menace existentielle qui pèse sur Israël, parce que les Iraniens n'ont pas changé de rhétorique. Les gardiens de la révolution n'ont pas changé de rhétorique. Et ça ne peut, en aucun cas, ce rhétorique-là, cette idéologie-là, faire l'objet d'un accord. Il n'y a aucune garantie qu'on puisse concéder dans des négociations, à moins que l'Iran accepte de reconnaître l'État d'Israël. Mais ils en sont tellement loin qu'on ne voit pas comment, sur ce point-là, on pourrait trouver une voie de sortie avec les Israéliens dans la région. Et en même temps, Israël dépend massivement des États-Unis sur le plan militaire. On l'a vu notamment à Gaza. Il suffit que Washington coupe le robinet des livraisons d'armes. Eh bien, Israël est très vite dans une situation où elle ne peut pas continuer à mener. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, cela reste, et l'Iran reste une menace existentielle. Et Washington, et en l'occurrence Donald Trump, a aidé aussi beaucoup Israël, notamment par les accords d'Abraham qui ont permis à un certain nombre de pays de reconnaître justement l'existence de l'État hébreu. Rappelons aussi que les États-Unis livrent donc des armes à hauteur de 3,8 milliards par an. C'est 38 milliards sur 10 ans. Et donc cette interdépendance, elle va continuer, ça c'est certain. Washington ne va pas lâcher Tel Aviv et Jérusalem, en l'occurrence, puisque l'ambassade est désormais, on le rappelle, depuis Donald Trump à Jérusalem. Mais néanmoins, elle va calmer sûrement les ardeurs de Benjamin Netanyahou, qui, on le rappelle, lui aussi est dans une difficulté, parce que derrière la blague de Donald Trump lorsqu'il dit qu'il peut être Premier ministre, on rappelle qu'il y a des élections législatives et qui vont avoir lieu dans les prochains mois et qui vont d'ailleurs arriver en même temps que les midterms américains. C'est la raison pour laquelle il a fait cette blague tout à l'heure. Et tout laisse à penser également qu'il pourrait y avoir des élections législatives anticipées en Israël. Donc pour l'instant, Benjamin Netanyahou est plutôt en situation d'ailleurs de force, mais avec un suspense.
avec surtout un déséquilibre, c'est son extrême droite, et avec une Knesset qui joue surtout sur les peurs. On l'a vu aussi notamment avec ces images qui ont été délivrées hier de la flottille Gaza. On va y Gaza. revenir dans quelques minutes, juste après midi et demi précisément, avec nos invités également. Mais sur cet accord cadre, dans ce cas, quand on vous écoute tous, on se dit que effectivement les États-Unis ne vont pas lâcher Israël. En l'occurrence, il n'est pas fait question d'Israël dans l'accord cadre et de ce qui se passe au Liban. À chaque fois, c'est exclu de ces négociations entre Washington et Téhéran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Benyamin Netanyahou, il peut continuer malgré tout à frapper le sud Liban comme il le fait? Alors, je pense que la stratégie d'Israël vis-à-vis du Hezbollah ne va pas changer avec cet accord. C'est ce que les Iraniens voudraient. Les Iraniens, ils voudraient que ce soit dans l'accord, justement. Ils veulent que ce soit dans l'accord et garantir, en fait, de se retirer du Liban et d'arrêter la guerre avec le Hezbollah. En revanche, ça, je pense que c'est une des lignes rouges, même côté américain, de réassocier les deux. Ils ont tout fait pour, justement, couper ces tentacules du régime iranien. Et ça ne date pas de cette guerre, ça a commencé bien avant. Et donc, reculer là-dessus serait vraiment un grand impact, y compris pour les Américains, je pense, dans la région. Donc, je ne pense pas que la stratégie d'Israël vis-à-vis du Hezbollah change avec cet accord cadre. Michael Benamou? Oui, moi, j'aime pas trop la notion de accord cadre, en fait. Parce que je pense. Alors, un mémorandum, comme on dit. Il n'y a pas d'accord, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, un cadre de négociation. Un cadre de négociation. Je ne sais pas comment on le traduirait en français. C'est un cadre de négociation qui, pour moi, et c'est ce que je répète depuis 2 mois sur les plateaux, qui, pour moi, est secondaire par rapport à des négociations discrètes, régionales, entre les acteurs régionaux. Je pense que les véritables négociations se passent là, entre Iraniens, Saoudiens, Pakistanais, Qataris, Koweïtis, Émiratis. On a peu d'informations sur ces négociations, elles sont très secrètes, et je pense que c'est l'avenir d'une résolution de ce conflit. Tout le monde attend que les Américains se lassent, en fait, et qu'il y ait une espèce de transfert d'autorité avec une force navale européano-asiatique, et qu'on arrive à ce moment-là à une forme d'accord. C'est peut-être aussi un affichage, cet accord cadre, ce cadre de négociation, appelez-le comme vous le voulez, mais pour rassurer les marchés aussi économiques. Trump en a besoin pour le détroit d'Ormuz, en fait, exactement. Par rapport à sa communication. Mais en effet, ça n'a aucune... ça ne sera pas un accord sur cette guerre. Oui, et ce cadre n'avance pas. Par contre, ce qui avance, ce sont les négociations entre les acteurs régionaux. Là, on a des évolutions, notamment avec les Émiratis, et on a l'impression que ça peut déboucher sur quelque chose dans les semaines à venir.